Bien, il est 5 heures, on va commencer. Tout d'abord, bienvenue à cette présentation qui est là pour essayer d'expliquer quelles sont les mesures que l'on peut prendre pour protéger nos domiciles et nos familles dans cette période très troublée et qui est un peu quelque chose d'inédit. On n'a jamais connu ça jusqu'à présent. Donc, tout d'abord, quelques petites explications un peu techniques. Pendant le webinaire, vous allez pouvoir poser des questions avec le bouton, alors je ne sais pas si c'est Q&A ou Q et R pour ceux qui sont en français. Donc, vous enregistrez vos questions, vous les écrivez. Vous voyez les questions que les autres posent. Vous pouvez voter pour que la question soit amenée plus en avant, plus prioritaire. De toute façon, on va répondre à toutes les questions. Je répondrai à la fin de la présentation. Vous avez aussi un autre bouton qui est le chat. Vous pouvez mettre des messages que vous voulez dans le chat, comme les gens ont fait pour me dire qu'ils me voyaient, ils m'entendaient. Par contre, juste une chose, s'il vous plaît, ne mettez pas de questions dans les chats parce que je ne risquerai de pas les voir. Ne mettez pas par contre de chat dans les questions parce que ça ne ferait rendre les choses un peu plus confuses. Merci d'avance. Vous avez une fonction qui s'appelle lever la main. Vous pouvez l'utiliser pour attirer mon attention. Pendant la présentation, je ne suis pas tout à fait sûr de le voir immédiatement, mais en tout cas, j'essaierai d'y répondre en cas de besoin. Après le webinaire, une fois que le webinaire sera fini, je vous proposerai un petit sondage. Ça sera pendant qu'on répondra aux questions. Merci d'avance d'y répondre. Ça me permet d'avoir un feedback sur comment vous l'avez apprécié ou pas, ou ce qu'il faut changer pour en faire un pour le prochain. Le webinaire sera enregistré. On est en train d'être enregistré, donc cet enregistrement sera posté sur YouTube. Je vous enverrai un lien, plus le lien pour télécharger la présentation, si vous voulez faire référence après. Je ferai ensuite un article que je publierai et je vous l'enverrai aussi, je vous enverrai aussi un lien. Comme ça, vous aurez plusieurs fois la référence au contenu. Alors, on va commencer par un tout petit rappel. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle phase. En Roumanie, où j'habite, et où pas mal de nos participants aussi habitent, on va être déconfiné demain. En France, vous l'avez été au début de la semaine. Ça se passe à peu près pareil pour tout le monde, un déconfinement progressif. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On ne l'a jamais fait. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On ne sait pas trop s'il y aura à nouveau un pic d'épidémie ou pas. Mais là n'est pas notre but aujourd'hui. On sait par contre que dehors, le virus est là. Donc, vous allez être exposé. Et vous allez sortir, vous allez retravailler, vous allez faire vos courses, etc. On ne peut pas rester indéfiniment enfermé. Vous allez donc être exposé au virus. Il n'y a pas de raison d'y paniquer. C'est un état de fait. Un autre état de fait, c'est vous n'avez pas d'immunité. On n'a pas d'immunité de groupe. Pour ça, il faudrait que 70% de la population ait été exposée. En Roumanie, on va atteindre péniblement les 2%. En France, certains coins de la France, l'Alsace par exemple, devra atteindre les 15-20%. Le reste va atteindre aussi 2-3%. On est loin de l'immunité de groupe. Donc l'immunité de groupe, c'est quand suffisamment de gens ont l'immunité pour que l'épidémie ne puisse plus se développer. Là, on ne va pas l'atteindre. Pas maintenant en tout cas. Ça va prendre plusieurs années. De plus, mais ça va prendre plusieurs années. Autre chose, s'il y a une vaccination, ça ira plus vite. On atteint l'immunité, soit par exposition, soit par vaccination. Par contre, l'immunité après infection, on n'est pas sûr qu'elle dure. Ça peut être comme un rhume. Vous pouvez avoir plusieurs rhumes dans l'année. Ils n'ont pas la même force, mais vous n'avez pas une immunité qui dure. Ça existe. Certains coronavirus sont ainsi. On ne sait pas, on verra bien. Quelque chose d'important qui va nous servir par la suite. Le virus, on sait à peu près qu'il vit sur du carton, du tissu, un jour. Ça, c'est important pour nous. Sur du plastique, du métal, du verre, 2 à 6 jours. C'est long. Donc, toutes les surfaces en plastique, métal ou verre, ce n'est pas nos amis. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, je vais vous montrer comment après. L'aluminium, le cuivre, l'étain, c'est moins de 8 heures. Bon, le cuivre a des propriétés connues dans ce domaine-là. On a quand même peu de choses maintenant en cuivre. En introduction, donc, nous devons nous préparer une cohabitation de 12 à 24 mois avec le virus, voire plus. La dernière fois qu'on a
préparer un vaccin pour un virus qui était nouveau, on a mis 4 ans. Je ne sais pas qu'on va y passer 4 ans, j'espère pas, mais on ne sait pas trop combien. Pendant cette période, on va vivre. Et on va vivre en essayant de vivre le plus normal possible. On va vivre de façon un peu plus... on ne peut pas être inquiet en permanence. Mais on va vivre dans un laboratoire, ce qu'on appelle un laboratoire niveau 3, c'est-à-dire qui gère des pathogènes pour l'homme, qui peut être potentiellement mortel, sauf que d'habitude, dans un laboratoire de niveau 3, on a le vaccin et le traitement. Là, on n'a ni l'un ni l'autre. Mais un traitement, on va l'avoir. On va sûrement trouver un d'ici quelques temps, en tout cas un qui va aider. Je ne sais pas lequel, ce n'est pas le sujet non plus aujourd'hui. Mais donc, dans cette période-là, il faut savoir, on peut être infecté et le but du jeu, c'est d'avoir une maison qui est la plus sûre possible. Alors, quels sont les risques? Les infections des membres du foyer. Vous sortez, vous allez travailler, quelqu'un derrière vous a le coronavirus, il éternue, il y a du virus sur vos vêtements, vous les ramenez à la maison, un membre de la famille touche les vêtements, se gratte le nez ou moule le doigt pour tourner les pages d'un livre, il est infecté. Vous pouvez avoir dans votre famille des gens qui sont plus sensibles que d'autres, qui risquent d'être, comment dire, de passer à des cas sévères, donc il faut les protéger. Et en plus, vous avez aussi le risque que si quelqu'un est déclaré positif dans votre famille, vous allez vous retrouver en quarantaine pendant 14 jours. Ça sera le cas en France, ça sera le cas aussi en Roumanie. C'est du classique. Alors pourquoi 14 jours? Parce que simplement, le délai d'incubation qu'on estime être le maximum, c'est 14 jours. Donc, si quelqu'un qui a été exposé n'a pas montré de symptômes pendant 14 jours, c'est qu'il ne l'a pas attrapé. Par contre, le grand danger que vous avez, c'est de vivre dans un stress permanent, d'avoir à vous inquiéter en permanence, être tout le temps inquiet. Ça peut même amener à des accès de panique. On a vu des gens en France qui refusaient de sortir, qui avaient vraiment des attitudes paniquées parce qu'ils se sentaient en danger, exposés. Certains se plaignent d'avoir un mal-être permanent parce qu'ils ne savent pas comment gérer cette cohabitation. Vous allez voir aussi beaucoup de gens, j'en ai vu pas mal d'articles qui préconisent des choses très compliquées. Et en fait, si vous essayez d'appliquer les règles très compliquées, vous risquez de mal les appliquer, qu'elles ne servent pas à grand-chose. Toutes les polémiques sur les gants, sur la façon de porter un masque. Pour ceux qui, comme moi, habitent en Roumanie, s'ils ont été faire les courses récemment, vous voyez 90% des gens qui portent le masque sous le nez, voire sous le menton. La protection, dans ce cas-là, devient assez inefficace et, bon, ils peuvent avoir l'impression d'être en sécurité, mais ils ne le sont pas vraiment. Par contre, si vous voulez avoir une qualité de vie suffisante, vous devez faire de votre maison un endroit sûr, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Vous ne pouvez pas être en permanence sous le stress de « est-ce que je vais être infecté ou pas ?» Vous devez donc avoir chez vous que ça soit un petit paradis à l'abri, autant que faire se peut. Alors, juste une chose avant qu'on commence à passer aux conseils pratiques. Ce que je vais vous présenter, ce sont des méthodes simples, des petits conseils. Ça ne garantit pas que vous ne serez pas contaminé un jour ou l'autre, parce que vous êtes contaminé dans d'autres contextes et ramener ça à la maison. Ça vous donne simplement des outils pour contrôler au mieux la probabilité de contamination dans votre domicile et ne pas être en permanence exposé au virus quand vous êtes chez vous. Il n'est absolument pas nécessaire d'appliquer la totalité des méthodes que je vais vous présenter. Vous choisissez ce qui vous semble le plus pratique, vous choisissez ce que vous pensez être efficace. Vous devez être convaincu et comprendre pourquoi vous le faites. Parce que si vous n'êtes pas convaincu, vous ne le ferez pas bien. Si vous ne comprenez pas, vous ne le ferez pas bien non plus. Or, il vaut mieux appliquer une petite partie des recommandations très bien que beaucoup sans aucune rigueur, parce que d'un seul coup, ça ne sert strictement à rien. Et il n'est pas vrai que si vous faites ça, mais pas ça, ce que vous faites, ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas vrai. Tout ce qui diminue les risques de contamination sert à quelque chose. Alors, pour moi, ça, c'est quelque chose qui me semble excessivement important.
On ne peut pas gérer des procédures un petit peu contraignantes, le lavage de mains, attention à comment on met les chaussures, etc., dans la maison entière. Donc, mon approche et mon conseil serait définissez des zones claires dans votre esprit. La zone publique, c'est dehors, elle est infectée, il y a des virus, on ne peut rien y faire. Vous avez une zone de transition, c'est l'endroit par lequel vous allez rentrer chez vous. Alors attention, par exemple, vous avez une maison, vous pouvez rentrer par le garage, par la porte d'entrée ou par des portes-fenêtres. Eh bien, il va falloir que vous choisissiez et que vous rentriez que par un seul endroit, parce que vous allez traiter cet endroit différemment, et les autres seront dans la zone privée, donc seront considérés comme sûrs. Alors, on va revenir un peu comment on les traite après, mais choisissez un seul moyen d'entrée. Vous avez le garage et la porte d'entrée. Eh bien, vous fermez la porte d'entrée, vous rentrez par le garage. Le garage, c'est vraiment la zone de transition idéale. Et puis, vous avez la zone privée. La zone privée, c'est tout le reste de votre domicile, y compris votre jardin. Alors, ça vous semble bizarre. Jardin, c'est extérieur. Oui, mais le virus, il ne vole pas. Le virus, il est toujours amené par quelqu'un. C'est-à-dire que le virus, il se dépose, par exemple, sur un manteau. Vous amenez le manteau chez vous. C'est vous qui avez amené le virus chez vous. Il n'est pas venu tout seul. Donc, le jardin, ça peut être une zone privée, une zone sûre. Il suffit simplement qu'il n'y ait pas de choses infectées qui rentrent là. Et donc, dans la zone privée, vous n'avez aucun souci à vous faire. Normalement, il n'y a pas de virus. Vous êtes à l'abri et vous êtes tranquille. Si vous n'essayez pas d'avoir une formalisation de cette zone, vous allez être obligé, consciemment ou inconsciemment, de penser que la zone publique, la zone infectée, c'est la maison entière. Et ça devient très vite invivable. Ça devient tellement stressant que c'est pire que le virus. Alors, voilà un exemple, par exemple, sur un petit appartement. En vert, la zone privée. Là, vous vivez normalement, comme vous le voulez. Si vous pouvez ouvrir les fenêtres, il n'y a pas de risque, le virus ne rentrera pas avec le vent. Par contre, la zone orange, qui est l'entrée en fait, c'est par là où vous rentrez, c'est la zone de transition, la zone intermédiaire. Et c'est là où en fait vous allez focaliser la plupart des mesures que vous allez prendre. Ça fait donc une petite zone de votre appartement qui est limitée à ça, et donc c'est plus facilement gérable. Alors, pour préparer les zones, d'abord, c'est si vous avez plusieurs moyens de rentrer chez vous, choisissez-en un. Et tenez-vous à ça, vous fermez les autres. S'il y a une porte d'entrée, vous la fermez à clé et vous rentrez par le garage. C'est le meilleur moyen. Il ne faut pas que ce soit un jour par le garage, un jour par la porte d'entrée. Ça compliquerait trop les choses. Vous choisissez un et un seul moyen de rentrer dans votre domicile. Vous délimitez la zone intermédiaire. C'est le garage, il a peut-être une porte, il a un mur, une porte. C'est facile à délimiter. C'est l'entrée, c'est parfois plus difficile parce que ça rentre directement dans la salle ou autre. Mais ce n'est pas un problème puisque le virus ne vole pas, on l'a dit. Donc, il ne va pas aller tout seul de la zone intermédiaire jusqu'à votre salon. Par contre, si vous avez par exemple au sol une transition entre un carrelage et un parquet, utilisez ça comme limite. Et tout ce qui est sur le carrelage, c'est la zone intermédiaire. Donc, je vais traiter ça de façon légèrement différente. Je vais vous dire après comment. Si c'est sur le parquet, c'est la zone privée, on fait ce qu'on veut, à peu près. Sinon, si vous n'avez qu'un seul sol, par exemple du carrelage, vous utilisez une bande adhésive, par exemple, pour faire un marquage qui va permettre de délimiter. Délimiter, ça veut dire que quand vous êtes de l'autre côté de la frontière, vous avez l'esprit au calme. Et le but du jeu, c'est quand même d'être au calme quand on est chez soi et pouvoir se reposer sans s'inquiéter. Dans un jardin, isolez la partie privée de la partie accès. Par exemple, vous rentrez, vous avez votre accès pour arriver au garage, et bien le long, vous mettez des pots de fleurs, comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre ne va pas tourner à droite pour passer dans le jardin ou à gauche, il ne va pas sortir de ce petit chemin qui fait partie de la zone intermédiaire. Par contre, le reste, c'est la zone privée dans laquelle les enfants peuvent jouer tranquillement, vous pouvez vous reposer tranquillement, et il n'y a pas de risque. Vous mettez une petite barrière, une corde, n'importe quoi, mais vous isolez ces deux parties. Donc, en fait, vous délimitez vos zones de façon claire, visible, très visuelle. Le management visuel des zones est important parce que
Quand vous êtes en zone intermédiaire, il y a des procédures à suivre. Quand vous êtes dans une comment dire, dans une zone privée, vous êtes plus à l'abri. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour protéger votre domicile? D'abord, quand vous rentrez de l'extérieur, pas de chaussures venant de l'extérieur dans la zone privée. Pas de manteau dans la zone privée. Il reste dans la zone intermédiaire. Changez de manteau chaque jour. Votre manteau est en tissu. Il est donc, s'il reçoit du virus que quelqu'un a postillonné derrière vous, vous avez des virus qui sont sur votre manteau. Si vous en changez chaque jour, vous le laissez reposer une journée, la charge virale qu'a sur votre manteau va baisser et donc vous y aurez plus accès. Si vous voulez en plus, ça peut être très utile, utiliser un défroisseur à vapeur. Passez-le sur le manteau, assez proche. Bon, peut-être s'il est très fragile, votre manteau, faites attention, mais en utilisant de la vapeur, elle est au-dessus de 60 degrés, elle peut détruire le virus. De toute façon, elle va aider à se débarrasser d'une partie du virus. Donc, c'est tout bénéfice. Ça, c'est important. Par exemple, il y a un manteau, les jours pairs, un autre manteau, les jours impairs. C'est facile. Par contre, ne mettez pas les manteaux des jours pairs au-dessus des manteaux impairs. Il y a deux zones, deux séries de choses pour les accrocher. Désinfectez les poignées de porte extérieures plusieurs fois par jour, idéalement après chaque entrée. Ayez par exemple des lingettes avec du désinfectant, les gens rentrent, hop, on passe un petit coup sur la poignée. Ça, c'est quand même, c'est simple, c'est rapide et ça protège bien. Rappelez-vous, le virus va vivre 2 à 6 jours sur un point métallique. C'est donc dangereux. La zone intermédiaire, si possible, lavez-la chaque jour avec de l'eau de Javel. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est quand même très efficace. Pour rentrer dans votre domicile, retirez vos chaussures. Les chaussures ne rentrent pas en zone privée, on l'a dit. Stockez-les sur un tapis désinfectant. Quand vous rentrez dans des endroits, par exemple, où on fait de la nourriture, il y a des tapis désinfectants où on marche dessus. Ça met un désinfectant sur les semelles. Ça permet de protéger, d'éviter d'amener des virus à l'intérieur. Là, vous pouvez stocker vos chaussures dessus. Si vous n'avez pas de tapis désinfectant, ça ne coûte pas très cher, mais vous pouvez utiliser une vassingue imbibée avec un peu d'eau de Javel mettez-la sur un bac avec des bords assez petits. Vous mettez votre vassingue, vous mettez les chaussures dessus, ça va se désinfecter tout seul. Vous vous lavez les mains avec de l'eau et du savon si vous avez un point d'eau, avec du gel si vous n'avez pas de point d'eau dans votre zone intermédiaire, et à ce moment-là, vous pouvez rentrer. Si vous avez une sortie longue, vous avez croisé de nombreuses personnes, vous pouvez vous changer. Vous avez effectivement un risque dans ce cas-là, les postillons aient atteint non seulement les manteaux extérieurs, mais peut-être les chemises et pantalons, etc. Vous vous changez, vous mettez les vêtements utilisés à l'extérieur à laver, 60 degrés minimum, ça tue le virus. Vous prenez une douche, vous lavez les cheveux si on n'a pas utilisé un chapeau. Avec ça, vous êtes tout propre, vous rentrez dans la zone privée, il n'y a à nouveau pas de virus. Vous recevez un paquet, par exemple, d'un messager ou vous ramenez des courses. Si les emballages sont en carton, le virus a une chance de rester une journée. Dans ce cas-là, si vous pouvez laisser en quarantaine pendant une journée en zone intermédiaire, idéal. Si vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, faut soit retirer l'emballage et stocker ce qu'il y a dedans, soit passer un chiffon, mais sur du carton, ce n'est pas très efficace. Donc, ça représente un risque. Maintenant, des risques, vous allez en prendre de toute façon en permanence. Donc, ça représente un risque. Point. Soit surface de verre et de métal, si possible, passer un petit chiffon désinfectant. Voilà. Utilisez ce qui vous est amené qu'après quelques jours, 1 à 2 jours, c'est toujours
une précaution. Il existe aussi des produits spécifiques pour laver les fruits et légumes. Bon, mais sinon, bon, c'est les précautions habituelles. Laver les fruits et légumes avec les insecticides qu'on utilise aujourd'hui, c'est peut-être pas non plus négligeable. Pour sortir, ayez avec vous 2 ou 3 masques. Je veux dire, s'il pleut et que le masque devient humide, il devient inefficace. Donc, ayez de quoi vous en changer, ou si quelqu'un vous éternue dessus, vous allez peut-être vouloir en changer, etc. Maintenant, mesdames, c'est pour vous, il va falloir que vous recommenciez en fait à vous comparer avec la reine Elisabeth, et c'est le moment de réutiliser les chapeaux. C'est joli une femme en chapeau. Un homme en chapeau aussi, on utilisait un chapeau, c'était aussi pour se protéger. Et bien maintenant, le chapeau, la casquette va vous protéger contre le virus. Il évitera d'avoir le virus sur les cheveux. Donc, si possible, quand vous sortez, utilisez un chapeau, une casquette. C'est déjà tout ce qu'il y a entre vous et l'air extérieur vous protégera. Les gants, c'est un gros débat. Les gens disent « Ah, les gants, c'est utile, etc. » Je ne suis pas vraiment convaincu parce que ça amène beaucoup de complications. Par exemple, vous allez au supermarché, vous voulez prendre un caddie. Bon, on ne savez pas si le truc a été nettoyé, ce qui a touché avant, d'accord. Vous mettez des gants, très bien. Par contre, vous gardez ces gants, vous montez dans votre voiture, vous touchez votre volant, vous avez un risque d'avoir infecté votre volant. Si après, vous reprenez la voiture sans gants, vous risquez d'être infecté. Donc, moi, je dirais, ayez des gants et quand vous allez toucher quelque chose, si vraiment vous avez la croyance que ça peut être infecté, utilisez des gants. Si ce n'est pas le cas, ça ne vaut peut-être pas la peine de les utiliser, il vaut mieux se laver les mains ou avoir des petites lingettes pour nettoyer la surface que vous allez toucher. Maintenant, on va rentrer en été. Et voilà une chose qui est très importante. Il va faire chaud. Les gens ont tendance à sortir en t-shirt, etc. Il vaudrait mieux éviter. Il vaudrait mieux avoir une veste pour protéger vos vêtements et simplifier la façon dont vous allez rentrer chez vous. Parce que si vous avez une veste, vous pouvez la laisser dans la zone intermédiaire. Si vous êtes en t-shirt, c'est le t-shirt qui s'est imbibé avec les postillons où il peut y avoir du virus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir vous changer intégralement avant de rentrer. C'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une petite veste, c'est plus protégeant, ça protège les bras, etc. Vous la retirez et vous rentrez chez vous tranquillement. Parce que l'objectif, c'est quand même d'être tranquille chez vous. Alors, ça, c'est juste un rappel de quels sont les équipements dont on a parlé aujourd'hui. C'est un défroisseur à vapeur, j'en ai vu à 40 €. Des tapis désinfectants comme ça, j'en ai vu à 10 €, 15 €, 20 €. Alors, le dernier point, c'est autre chose. Ça, c'est les lumières UV. Alors, qu'on appelle UVC, c'est la bande C des ultraviolets. C'est très efficace contre les virus, c'est vrai. Mais par contre, c'est aussi très efficace pour allumer la cornée. Donc, vous ne pouvez pas, si c'est allumé, regarder une lumière allumée. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez, par exemple, si vous avez un garage, vous voulez mettre ça au-dessus de la porte et vous êtes certain que personne ne va risquer de regarder la lumière en direct, ça peut valoir la peine. Ça va désinfecter, par exemple, pendant la nuit. Si vous voulez, alors c'est un peu plus cher, je ne connais pas les prix qu'on peut trouver partout, mais je trouve ça beaucoup plus délicat et toujours un peu dangereux. Si on a des enfants qui rentrent, qui regardent ça, c'est dommage d'abîmer la vue pour un gain de protection qui est vrai, existe, mais vaut peut-être pas le risque. Ça vaut peut-être pas le risque. Donc, voilà, bon, j'ai essayé de faire quelque chose de très court pour surtout me focaliser sur les questions. Donc, nous allons devoir cohabiter avec un virus très contagieux. Il est potentiellement mortel, il ne faut pas se voiler la face, il a quand même entre 2 et 3 % de mortalité, notamment chez certains types de populations. Et on va devoir cohabiter avec lui pendant 12 à 24 mois. On peut prendre des mesures simples. Je pense que les mesures que je vous ai indiquées, c'est relativement simple.
Avoir une zone dans laquelle on va essayer de retirer tout ce qui peut avoir été contaminé par le virus pour éviter d'amener ceci dans une zone dite privée dans laquelle on va pouvoir vivre normalement et se sentir à l'abri. Parce qu'on a toujours besoin de se sentir à l'abri un moment ou à l'autre. Éviter d'amener les chaussures, gérer les manteaux comme il faut. Par exemple, il y a quelques jours, j'entendais un professeur qui préparait la rentrée dans son lycée en France, enfin dans sa maternelle en France, et qui disait soyez bien sûr que chaque enfant va pouvoir amener son manteau sur sa chaise. Et honnêtement, ça m'a plutôt fait peur qu'autre chose. Parce que si le môme amène un manteau qu'il a mis à l'extérieur et que quelqu'un a éternué au-dessus de lui ou autre, il l'amène dans la salle, ça veut dire que les autres enfants risquent de le toucher et vont s'infecter aussi. Pour moi, tout ce qui risque, vous devez faire. Il doit y avoir presque un mur virtuel entre l'extérieur et l'intérieur de votre maison. Et c'est l'objectif de cette zone intermédiaire. Vous allez y stocker tout ce qui ne doit pas rentrer dans votre maison tant que vous n'êtes pas sûr que c'est sûr, que c'est sécurisé. Donc, c'est les chaussures, elles restent, les manteaux restent là-bas, vous vous lavez les mains, vous rentrez. Voilà. Alors, ça nous oblige à adapter nos modes de vie. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses là-dedans. N'appliquez que ce que vous sentez à l'aise, n'appliquez ce que vous avez parfaitement compris, n'appliquez que ce qui va vous permettre de vraiment être certain de l'appliquer correctement. Parce que vaut mieux appliquer, comme je l'ai dit, 2-3 choses bien que 50 mal. Donc, voilà la présentation. Donc, maintenant, je vous propose de passer aux questions. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. De toute façon, vous allez pouvoir avoir la vidéo et la présentation. J'ai voulu exprès assez courte. Alors, d'abord, en parallèle, on va envoyer le petit questionnaire. Mais, alors, on a une question qui est « Bonjour, le virus est transmis également par les postillons et peuvent être transportés dans l'air. » C'est vrai, on a estimé qu'ils volaient jusqu'à 8 mètres. Le vent peut entraîner le virus loin du foyer initial, quelques dizaines de mètres. Oui, tout à fait. Comment peut-on être convaincu d'être protégé dans son jardin? S'il y a beaucoup de vent, il y a peu de chances que là c'est de l'aérodynamique simple. S'il y a du vent, comment dire, auprès du sol, donc dans les 2 mètres au-dessus du sol, le vent est très turbulent. Ça veut dire que dans ce cas-là, les postillons ont beaucoup plus de chances d'être emmenés et de ne pas trop se déposer. Maintenant, quelqu'un qui éternue juste à côté de votre jardin au moment où il y a une bourrasque de vent et ça vous expose, c'est toujours possible. Bon, maintenant, normalement, on a aussi un peu des barrières autour du jardin. On peut avoir des barrières végétales, des murs, des murets. Donc, apparemment, si le jardin est tout à fait ouvert, je pense comme qu'on est assez protégé. Mais c'est vrai, il y a toujours un risque. De toute façon, il faut voir le risque et le bénéfice. Si on considère que le jardin est une zone à risque, on est en train de se renfermer sur soi-même et le risque derrière de danger, de danger psychologique, de se renfermer est à mon avis plus grand que le danger sanitaire. Je ne pense pas qu'il y ait tant de risques que ça d'être infecté par quelqu'un qui est autour de votre jardin. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Deuxième question. À ce jour, il n'est pas prouvé que le virus reste contagieux au-delà de quelques heures sur les surfaces, même s'il reste présent bien plus longtemps. Avis sur ce point. Alors, les durées que je vous ai données sur les surfaces n'ont pas été mesurées pour le
le SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus du Covid-19, mais sur des coronavirus, donc des virus de la même famille. On ne sait pas. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations. Quand les gens semblent penser que parce que c'est un virus d'une famille connue, on le connaît. Non, on ne le connaît pas. Il réagit très différemment. Le fait que les enfants aient que des cas, principalement des cas bénins, est quand même assez surprenant. Hein, on n'a pas l'habitude de ça sur le coronavirus, c'est que les enfants qui sont touchés et les personnes âgées. Là, les enfants semblent moins sujets à cas graves, bien qu'ils peuvent être infectés. Et qu'on a vu quelques cas graves quand même, voire des maladies de Kawasaki. Mais on n'y connaît pas grand-chose. En fait, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, notamment sur l'immunité, sur le mode de contagion. Il y a de ça 2-3 mois, on parlait de 20 jours de contagion. Aujourd'hui, on parle plutôt de 30 à 35 jours de contagion, pouvant peut-être aller jusqu'à 40. Donc, on est un petit peu dans le vide. Et tant qu'on n'en sait pas plus, je pense qu'il vaudrait tabler sur le fait que le virus ne reste pas contagieux plus de quelques heures, alors qu'il reste présent plus longtemps. C'est peut-être prendre un risque que vous n'avez peut-être pas envie de prendre. Maintenant, à partir du moment où il est présent, c'est qu'il n'est pas mort et qu'on peut le détecter, ça veut dire qu'il est quand même encore actif. Donc peut-être que si vous êtes infecté par un virus qui est resté sur une porte pendant 2 jours, eh ben, vous allez prendre une version peut-être plus faible de la maladie. Si vous avez, comme un peu dans certains vaccins où on injecte un virus fragilisé, alors que si vous étiez infecté par un virus qui était resté 1 heure sur la poignée de la porte, vous auriez un cas sévère. Oui, c'est possible. Maintenant, il est possible qu'en ayant une contagion qui arrive par un virus fragilisé, en plus, on ne constitue pas l'immunité. Mais bon, moi, honnêtement, je pense que ça vaut la peine de considérer que ce qu'on voit d'habitude sur les autres coronavirus, c'est les bonnes durées et que c'est les durées de risque. Maintenant, il est possible qu'un virus donné qui tombe sur votre manteau, il va rester actif pendant 18 heures, alors qu'un autre, un peu plus longtemps. Ce n'est pas des sciences exactes, de toute façon. Mais mon avis, c'est prenons pas de risque, c'est les seules infos qu'on ait pour l'instant, considérons-les tant qu'on n'en a pas d'autres. Alors, ok, ça c'est fait. Alors, on a une autre question. Qu'en est-il des animaux de compagnie à poil qui vont dans le jardin, endroit utilisé par du personnel de la résidence pour l'entretien? Faut-il ramener le virus dans la maison? Je dirais que les animaux à poil, c'est comme des cheveux. Vous avez toujours le risque que le virus soit installé dessus. Si quelqu'un a postillonné au-dessus d'eux, vous avez toujours un risque qu'il les ramène. Donc, on ne va peut-être pas les passer à l'eau de Javel. Peut-être qu'après avoir été à l'extérieur, il faut leur donner un petit bain. Ce n'est pas toujours facile. Certains aiment ça, d'autres beaucoup moins. J'ai la chance d'avoir des chiens qui adorent prendre des bains, donc c'est plus facile. Et puis qui sont petits. J'imagine que faire la même chose avec un dog allemand qui n'aime pas l'eau, ça ne va pas être tout à fait simple. Mais oui, c'est les animaux de compagnie. Moi, je dirais qu'ils peuvent peut-être l'amener. Peut-être que si vous avez l'habitude par exemple en hiver de mettre un petit manteau, peut-être que ça vaut la peine de lui mettre le petit manteau et de le retirer en rentrant. C'est peut-être une idée. C'est vrai. Mais oui, les poils des animaux, je pense que ça peut effectivement convenir quelques heures. Je ne pense pas que ça durera très longtemps. Et en tout cas, ça ne peut pas les infecter eux, donc ils ne peuvent pas rester contagieux. Et le problème, c'est de faire effectivement pénétrer le virus quelque part. Et comme ils vont se frotter, par exemple, sur un canapé ou autre, d'avoir le virus posé sur le canapé.
Alors, une question importante. Pour quand un webinaire? Comment recevoir les amis à déjeuner avec chaleur et convivialité malgré les précautions anti-Covid? Une fois qu'on aura un vaccin. Non, aujourd'hui, en fait, c'est relativement simple. À partir du moment où vous recevez des amis, s'ils viennent, s'ils ont, alors je vais dire, s'ils ont assisté à mon webinaire, ils viendront avec une casquette, ils viendront avec un manteau, ils vont retirer leurs chaussures, leur manteau et leur casquette. Ils vont se laver les mains, il n'y a pas de problème. Peut-être expliquer l'heure, mais je ne vois pas de problème à recevoir quelqu'un. S'il est venu avec une casquette, un manteau et qu'il retire ses chaussures et se passe du gel en rentrant chez vous, il n'y a aucune raison que ça soit plus dangereux que ça soit votre fils ou votre fille qui rentre à la maison. Donc, il n'y a pas de... Je ne vois pas de plus que ça. Bon, après, est-ce que vous pouvez demander à un ami de venir avec une casquette? Expliquez-lui. Je pense qu'il sera tout à fait heureux de se protéger lui aussi. Puis avec un peu de chance, il aura peut-être aussi assisté à mon webinaire. Quand vous aurez le lien vers YouTube, envoyez-le vers le lien. Alors, comment expliquer que l'on en sache si peu sur le virus, notamment sur des questions de base telles que le développement d'anticorps, la transmission, alors que ce dernier est connu depuis plusieurs mois et sur un échantillon statistique très important? N'y a-t-il pas des programmes mondiaux communs sur ce sujet? Alors, c'est un très très bon sujet et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je pense qu'il dépasse un peu le cadre de ce webinaire, mais puisque ça vous intéresse, on peut en parler 2 minutes. Bon. Personnellement, je suis excessivement déçu de l'attitude de pas mal d'autorités dans cette crise. Je ne parle pas de la gestion de la crise, je parle du fait qu'on n'a pas partagé les informations, qu'aujourd'hui on a des informations que l'on sait être fausses, 4000 morts en Chine, c'est risible, que on est en train d'ajouter, de faire la somme de données qui ne sont pas équivalentes. Par exemple, ajouter les cas dans un pays comme la France qui testent les gens qui ont des symptômes, qui ne testent pas les gens qui en dehors des symptômes, et en Allemagne où on teste toute personne ayant envie d'être testée. On est en train, donc on va tester des gens qui sont asymptomatiques et qui sont déclarés positifs. C'est vrai que c'est utile, mais dans le même temps, on ne teste pas des morts et on ne les déclare pas comme morts du Covid parce qu'ils n'ont pas été testés. On a manqué de coordination dans la façon dont on définit les données, donc ça crée des problèmes d'échange. Et en fait, on le connaît depuis, en gros, le mois de janvier, ça fait donc 5 mois. Donc quand vous dites plusieurs mois, dans le domaine de la recherche médicale, c'est plusieurs mois, c'est quand même pas beaucoup. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois qu'on avait rencontré un virus qu'on ne connaissait pas, où on a voulu faire qu'on a réussi à faire un vaccin, le plus rapide, c'était 4 ans. C'était dans les années 90, je crois, c'était pas le MERS, c'était le SRAS. Je vous rappelle que sur le sida, on n'a pas de virus. Et pourtant, ça fait des années. Maintenant, c'est pas rapide et en plus, les gens ont été effectivement pas transparents. C'est dommage. Il faudrait qu'on applique les idées de l'open source à la recherche médicale. Mais il y a tellement de choses qui vont derrière et puis c'est des protocoles tellement compliqués que c'est long, c'est très long. C'est frustrant, mais c'est long. Enfin, c'est frustrant et long. C'est pas frustrant mais long, c'est frustrant et long. Alors, quelles seraient les mesures conservatoires immédiates à appliquer si malheureusement un des membres du foyer s'avère être contaminé? Alors, premièrement, est-ce qu'il est possible de l'isoler complètement? Ça veut dire qu'il va être dans une pièce, vous allez lui amener il devrait utiliser un masque chaque fois qu'il parle avec quelqu'un, vous allez utiliser un masque chaque fois que vous le visitez, vous allez lui amener à manger, il va manger dans son coin, vous allez éviter de partager les mêmes toilettes.
Ça peut se révéler, suivant la taille de l'habitation, peut se révéler très compliqué. Mais ça veut dire surtout aussi que toute la famille, donc soit s'il a déjà les symptômes, lui, il va rester contagieux pendant 30 jours. Donc, il doit être mis à l'isolement, si possible. Sinon, bah, c'est toute la famille qui va être à l'isolement pendant 30 jours. S'il y a vraiment des contacts tout le temps, c'est en fait la famille devrait être en isolement en 30 plus 14 jours. C'est quand même 45 jours, c'est long. Donc, il vaut mieux qu'ils puissent s'isoler dans une pièce et que le reste de la famille ne le voit que de loin et qu'il a un masque et que les gens aient un masque quand ils le voient. Ça va être pénible. Évidemment, si les symptômes deviennent plus graves, comment dire, il faut qu'il aille à l'hôpital, demander au moins un peu des instructions à un médecin. Maintenant, ce que je ne conseillerais pas, c'est ce que l'on fait avec les enfants, par exemple avec la varicelle. C'est ah, il y a un copain qui a la varicelle, on les amène pour les mettre en contact, comme ça ils l'attrapent et on est tranquille. La varicelle, on a un traitement. Tant qu'on n'a pas de traitement, je dirais l'isolement strict est la solution. Le jour où on aura un traitement, là on pourra voir ce qu'on fait d'autre. Mais en attendant, difficile. Quels sont les produits pour désinfecter les fruits et les légumes et pour les surfaces plastiques? Quels produits fonctionnent à part la javel? Donc alors, pour les produits plastiques, tout ce qui est chlore, tout ce qui est eau oxygénée aussi. Alors, ça dépend aussi un peu du plastique. Il y a certains plastiques qui résistent mal à certains produits désinfectants. L'alcool marche très bien sur tout ce qui est surface plastique, métal, tout. Donc, alcool, oxygéné, chlore, c'est les trois plus simples à trouver. Alors, évidemment, pas très utile pour les fruits et les légumes. Les fruits et légumes, il y a des solutions qui sont vendues. Alors, je dois avouer que je ne sais pas ce qu'il y a. Ce que je vais faire, c'est que j'en ai acheté récemment, je regarderai ce qu'il y a dessus, et dans le message que je vous enverrai avec les liens, je vous enverrai la composition du produit que j'avais trouvé. Hein, j'ai trouvé ça chez Carrefour en Roumanie. Quel est le produit correspondant en France? Je ne sais pas. Je vais faire un peu des recherches et je vous enverrai ça dans l'email. Voilà. Alors, Gilles, il y a déjà pas mal d'activités open source de recherche médicale sur le Covid. Tout à fait d'accord. Je pense qu'il faudra en rajouter. C'est une très bonne nouvelle. Et ce n'est pas une question, effectivement. Je pense que c'est très utile à savoir. Mais malheureusement, évidemment, il n'y en a pas assez. Ne serait-ce Jacques quand on voit la polémique que l'on a aujourd'hui sur Sanofi et les histoires de oui, mais les Américains ont déjà payé une précommande. Bon, aujourd'hui, on est dans un problème qui est supranational. Il devrait être géré par quelque chose de supranational, donc plutôt par l'ONU que par les nations, pour moi. Et l'open source est une très bonne façon d'amener tous les gens à travailler ensemble pour trouver des solutions et bâtir des solutions ensemble. On est toujours mieux à 50 cerveaux qu'à un seul. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez devant les yeux le programme des webinaires qui vont suivre. Il y en a qui sont plutôt sur la gestion des crises et plutôt orientés vers les sociétés à partir de maintenant. Bon, plus de questions? Écoutez, ça a été un plaisir de vous recevoir. J'espère que ça a été... Alors, quelqu'un me dit que pour les fruits et légumes, le CDC, donc l'organisme américain de contrôle des maladies, suggère seulement le savon, point. Pas de produits ou de solutions chimiques. Donc, le savon tout simple, que vous rincez bien après à l'eau claire et
avec beaucoup de flux. Voilà. Évitez par contre, quand vous savonnez des fruits et des légumes, de les laisser tremper, hein, rincez-les sous un flux d'eau. Ne les rincez pas dans une bassine dans ce genre-là. Ça doit être, quand on rince quelque chose avec un produit qui peut avoir une certaine toxicité, et le savon en a heureusement pas trop, le risque c'est de laisser les choses, comment dire, juste tremper, c'est pas ça, il faut que ça soit sur un flux d'eau. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'y avoir participé. Si vous avez la moindre question qui vous reviennent après, envoyez-moi un email, j'essaierai d'y répondre, enfin d'amener en tout cas des réponses. Et si les questions m'arrivent avant que je diffuse les liens, je rajouterai les autres questions que j'ai reçues avec les réponses dans l'email que j'enverrai à tout le monde. Voilà. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.